Cédric Villani, bonjour et bienvenue au Grand Témoin du Figaro. Vous êtes mathématicien, vous êtes député En Marche depuis quelques mois et surtout vous planchez actuellement sur un rapport sur améliorer l'intelligence artificielle en France. Ce rapport sera remis dans quelques semaines, fin février, début mars ou quelque chose comme ça? Début février, il y aura des réunions de travail avec le gouvernement sur ce sujet et puis quelques semaines plus tard, effectivement, le rapport sera rendu officiellement. C'est un plaisir de vous recevoir. On va parler un petit peu d'intelligence artificielle. Alors, j'ai envie de dire, la première question presque naturelle, c'est vous avez sillonné un peu la France, comparé la France à d'autres pays. Quelle est la situation de l'intelligence artificielle aujourd'hui en France? La situation en France, c'est des forces et des faiblesses, comme partout. On va parler des forces. D'abord, une très belle école de recherche théorique en mathématiques, en algorithmique, en informatique, de beaux organismes, INRIA, CNRS, CEA, chacun dans son style qui joue une très belle partition par rapport à ça. La France, c'est aussi un bel écosystème de start-up avec une énergie là-dedans qu'on ne voyait pas il y a quelques années, qui maintenant est très présente. La France est aussi une administration centralisée. Pendant des années, on voyait ça comme un grand inconvénient. Maintenant que les bases de données centralisées sont si importantes, on voit ça comme un avantage. Voilà. Bon, ça c'est au niveau des avantages. Et les inconvénients. Et les inconvénients, on va dire d'abord les moyens pour l'instant mis sur la table par la France, pas à la hauteur de ce que d'autres pays, d'autres continents et certains acteurs privés ont pu mettre sur la table. C'est une déperdition de nos chercheurs au profit de ces acteurs privés ou étrangers pour des questions de conditions de travail ou de salaire. C'est aussi une certaine défiance des acteurs et de la population à l'égard de ce sujet. Et il va falloir travailler sur tous ces aspects pour gagner la bataille. D'accord. Et alors, sans forcément dévoiler toutes les pistes qu'il y aura dans votre rapport, améliorer la situation, c'est faire quoi? Quel type d'initiative il faudrait prendre? Vous êtes missionné dans le cadre, j'imagine, d'initiatives plutôt publiques, mais que préconisez-vous finalement? Alors, je vais vous donner quelques éléments. D'abord, on ne peut pas penser à la stratégie de la France sans penser à la stratégie de l'Europe. Et réciproquement, l'Europe aura besoin de la France pour avancer sur ce sujet. Oui, d'accord. Il faudra que les mesures françaises s'inscrivent dans le cadre des mesures européennes de façon harmonieuse et en suggèrent d'autres aussi. En particulier, s'inscrivent dans la nouvelle réglementation, le règlement général de la protection des données, qui va protéger les citoyens par rapport à l'utilisation de toutes leurs données. Et travailler là-dessus pour la confiance. Confiance au niveau de l'utilisation des données, confiance aussi au niveau de l'utilisation environnementale de l'empreinte et travailler sur une intelligence artificielle qui soit respectueuse de l'environnement, travailler aussi sur les règles d'éthique, éviter que les algorithmes reproduisent certains biais, éviter qu'on utilise parfois les technologies de façon irréfléchie, mettre en place des institutions qui sauront contrôler et conseiller l'usage. Ça, c'est un premier ensemble de recommandations. On aura un ensemble de recommandations sur le fait d'assouplir l'usage, l'utilisation des données, en particulier à des fins expérimentales, toujours sous un contrôle rigoureux, mais de façon à permettre à nos chercheurs, à nos startups d'accélérer, de faire leurs expériences. On aura aussi à cœur de leur fournir des moyens de calcul plus poussés que ce qu'ils ont à leur disposition actuellement. Ça vaut aussi bien pour nos chercheurs que pour nos entreprises. On va aussi recommander de lancer de la recherche, de favoriser la recherche sur tous les domaines dans le cadre de l'IA, mais d'insister déjà dans un cadre industriel sur un certain nombre de domaines clés qui ont déjà un certain niveau de maturation. Lesquels? Transport, énergie, environnement en général, santé bien sûr, qui est un sujet important, défense, domaine stratégique considérable, et partout, quel que soit le secteur dans lequel on s'intéresse dans le cadre de l'IA, il faudra marier les compétences secteurs avec les compétences IA. Et ça va être le grand enjeu, aussi bien pour la formation que pour le développement des outils précis, que pour la montée en gamme. On va recommander aussi qu'au niveau de l'emploi et de la formation, il y ait la mise en place de structures qui surveillent, qui permettent d'expérimenter, qui permettent de répondre, d'anticiper par la formation les bouleversements qui se
produiront. Oui, d'accord. Formation, organisation. Est-ce qu'il y a un enjeu d'argent aussi dans ce... Il y a clairement un enjeu d'investissement là-dedans. Bien sûr, l'investissement en la matière, il doit être en partie privé, en partie public. On est dans un pays qui a une très haute opinion et de hautes exigences sur la valeur de l'engagement public et il faudra bien définir les rôles, qui s'occupe de quoi, comment le secteur public et le secteur privé collaborent de façon plus efficace dans le respect des droits des uns et des autres. Je prendrai un petit exemple. Prenez un chercheur, peut-être le chercheur français le plus célèbre du monde en intelligence artificielle, c'est Yann LeCun, l'un des acteurs de la grande révolution des réseaux de neurones. Vous avez là quelqu'un qui a à la fois un poste à New York University et au laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. Avoir un pied dans l'université, un pied dans le monde privé ne lui pose pas de problème. Au contraire, c'est un avantage et c'est un enrichissement mutuel pour les deux institutions dont il dépend. Il faut qu'on arrive à une situation... On pourrait le faire en France, ça, aujourd'hui À l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas possible en pratique. Il faut un assouplissement aussi bien culturel que financier, qu'au niveau des règles. Et il faut arriver à évoluer avec ça, sans renier notre âme. Ici, vous avez en face de vous quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans le secteur public, en tant que professeur des universités, et il ne s'agit pas de vendre notre âme aux grands acteurs privés. Il s'agit de comprendre comment les uns et les autres collaborent de façon efficace et respectueuse. Vous avez évoqué Facebook. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut gagner la bataille de l'intelligence artificielle quand on n'a pas de géants, de grands acteurs comme les Facebook, les Google aujourd'hui? Est-ce que c'est crédible de vouloir y croire? C'est crédible, oui. Simplement, les très très grands acteurs, les géants à base de plateformes qui sont en contact directement avec un nombre considérable d'adhérents, ce n'est pas forcément le modèle que nous devons suivre. Et certains pays qui ont émergé au premier rang de la scène internationale sur l'IA sont là pour nous montrer qu'il y a d'autres voies. Le Canada a émergé et parmi le Canada, le Québec a une très forte position aussi en IA, en partie en mettant bien en valeur leur talent, en partie en mettant bien en scène le but, le projet de société autour d'une IA qui soit efficace mais aussi éthique et juste. Israël est un autre exemple qui est là pour nous montrer que même un petit pays avec de très fortes compétences en recherche, très fortes compétences en start-up est capable d'émerger au plus haut niveau, même sans avoir les géants. Et l'Europe aura sa voie à elle, si on veut. Mais il y a tellement de... L'Europe, d'abord, c'est une telle quantité de citoyens, une telle quantité d'instruction, une telle quantité de belles universités, un tel poids économique que tous les atouts, je dirais, sont en nous. C'est à nous de nous saisir, de nous ressaisir et de mettre en place notre plan, de savoir où nous voulons aller et comment nous voulons gagner cette bataille qui est une bataille technologique et scientifique, mais aussi une bataille de compétitivité. Si nous réussissons, nous n'aurons rien à craindre de personne en tant qu'Européens. Si nous échouons, ce sera la plongée au niveau de la compétitivité, partant au niveau des emplois, ce sera aussi le fait que nous serons dépendants des uns et des autres pour notre industrie, pour certaines industries clés qui ont un enjeu de souveraineté. Donc c'est vital aujourd'hui pour des... C'est vital et il ne faut pas être tétanisé par l'ampleur de cet enjeu. Il faut le voir comme un grand défi. Au fil de des semaines passées à étudier tout ça, vous êtes plutôt optimiste sur la capacité de la France et de l'Europe à... Très optimiste. Alors, évidemment, on a conscience que ça demandera du temps, des efforts, beaucoup de vision. Au cours de cette mission, j'ai effectué des voyages de reconnaissance et de discussion dans plusieurs pays. Angleterre, Allemagne, Italie, Portugal, Israël. Et à chaque fois, j'ai vu une convergence de diagnostics, d'analyses, beaucoup d'intelligence et une volonté affirmée qu'on évolue vers un monde où il n'y ait pas hégémonie seulement d'un continent et de quelques petits acteurs, mais plusieurs pôles. Un multipolarisme, si on veut, bien compris, dans lequel l'Europe est un acteur qui tient bien le rang qu'elle doit avoir, c'est-à-dire au premier niveau. Alors une question peut-être que vous n'avez pas étudiée dans ce rapport, enfin je ne sais pas, mais quand on parle d'intelligence artificielle et qu'on parle un peu de science-fiction, on se dit c'est
une lutte entre deux intelligences, une intelligence numérique et celle de l'homme biologique, avec ce mythe de la singularité. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous avez le sentiment qu'un jour, cette intelligence numérique s'auto-développera elle-même et défiera, j'ai envie de dire, l'humanité? Alors, premier, il ne faut jamais dire jamais, et qui sait, mais je vous le garantis, ce n'est pas pour demain. Hein. Ouais. Quand on plonge dans les principes des algorithmes d'intelligence artificielle d'aujourd'hui, quand on discute avec les meilleurs experts, on voit bien que pour l'instant, ces algorithmes, ils ne sont pas intelligents, au sens où nous, on a l'habitude de considérer des êtres intelligents. Ils sont extrêmement doués pour accomplir des tâches qui leur ont été bien prédéfinies, parfois en combinant beaucoup d'éléments différents. Mais on est très, très, très loin du moment où viendra quelque chose comme une conscience, la capacité de se redéfinir. Et puis, je vais vous le dire aussi, ces algorithmes et ces machines qu'on a aujourd'hui, elles sont très inefficaces. Elles ont besoin de grandes quantités de données, de grandes quantités d'énergie, là où nous, on fonctionne avec quelques éléments de façon extrêmement économe, avec nos maigres moyens biologiques. Donc, il y a encore quelques avantages. On a de nombreux avantages. Et je voudrais conclure sur le fait que sur deux remarques. La première, c'est que la bataille pour l'intelligence artificielle, la compétition, c'est avant tout une compétition pour l'intelligence humaine. Si nous avons les bons talents, si nous les gardons en recherche, au niveau du développement économique, au niveau de la transformation de la société, au niveau des sciences humaines et sociales, qui seront aussi un champ qui sera de façon importante mis à contribution pour les évolutions à venir, alors nous pourrons tout faire. Et le modèle qu'il faut avoir en tête, ce n'est pas la compétition entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, c'est la combinaison des deux. Comment l'intelligence humaine pourra utiliser l'intelligence de synthèse, si on veut, pour se faciliter la tâche, pour sous-traiter des travaux qui sont mécanisables, qui ne sont pas dignes de nous, pour nous permettre de nous concentrer sur ce qu'on aime faire le plus. Réfléchir, penser à l'avenir, être en contact avec les autres humains, des fonctions empathiques, et bref, faire en sorte qu'on délègue à la machine tout ce que la machine aime faire et tout ce qui peut nous être utile pour être aussi humain que possible dans nos tâches et dans nos travaux. Merci beaucoup Cédric Villani pour ces propos et à très bientôt au Grand Témoin. À bientôt. Merci.